La mort de Daniel Balavoine n'est pas naturelle, mais provoquée. L'accident ne s'est pas produit mardi 14 janvier 1986, mais la veille, lundi 13 janvier. Comment on aurait pu camoufler cet accident d'une journée, pendant une journée? C'est juste énorme. Ben, c'est juste énorme, sauf qu'il y a juste énormément de gens qui sont au courant et c'est une chape de plomb et personne ne l'ouvre. Il y a des intérêts financiers parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Vous savez, on est capable de faire tomber un Boeing avec 500 personnes à bord pour en tuer une. Hein. C'était une organisation du crime qui a fait ce boulot, mais ils s'en foutent des dommages collatéraux, ils en sont pas là. Dire il faut éliminer quelqu'un, allez, on en liquide 5, qu'est-ce que ça peut faire? Mais j'ai fait ma propre enquête, vous savez, des gendarmes et des policiers m'ont dit vous avez fait une enquête formidable, même si on met à part les éléments de l'au-delà, tout ce que vous apportez mérite l'ouverture d'une enquête officielle. C'est ce que des gendarmes, des policiers, y compris un ancien des services spéciaux de l'armée, m'a dit. Ouais. Il m'a d'ailleurs dit, après cet accident, j'ai su, moi, tout de suite, que c'était un assassinat. Mais compte tenu de ma position, je ne pouvais pas en parler. La version officielle, évidemment. Voilà, donc... Maintenant, je peux parler du rapport d'accident, là. Est-ce qu'il a été communiqué? Alors, là, je vais parler de l'histoire du rapport d'accident parce que c'est très intéressant. Quand je suis parti à la recherche du rapport d'accident, j'ai évidemment contacté l'aérospatiale qui avait participé à l'enquête, ainsi que le BEA et le Mali, forcément, le pays où ça s'était produit. Donc, j'ai appelé l'aérospatiale qui m'a laissé traîner plusieurs semaines en disant « nous allons faire des recherches, nous allons faire des recherches ». En définitive, un jour, je me suis mis en colère. Et je leur ai dit « écoutez, vous l'avez ce rapport d'accident ou non ?» Parce que c'est un document public, ça. Hein, ça, c'est un document public. Tout le monde peut y avoir accès, mais n'allez pas dans le dossier Balavoine du BEA, il n'existe pas. Donc... voilà, donc c'est un document public. Donc, comme à l'époque, on avait un projet de documentaire, j'ai dit aux gens de l'aérospatiale, j'ai écouté, puisque vous me baladez manifestement de bureau en bureau depuis des semaines, vous savez, ça va être vite fait. Hein. On a un documentaire en préparation, là, et c'est vrai qu'à l'époque, on avait un documentaire en préparation. Nous allons dire que vous faites de la rétention d'informations. Alors là, ça a fait l'effet d'une bombe, puisque l'après-midi, j'avais un appel d'une personne du BEA, du Bureau d'enquête et d'analyse pour les accidents de l'aviation civile. Donc, bon, c'est une personne très gentille, très sympathique. Je lui ai expliqué toute ma démarche, d'ailleurs. Et elle me dit, bon, bah écoutez, laissez-moi chercher un peu, voilà. Et puis, quelques jours après, elle me dit, je suis absolument désolé, le dossier est vide. Alors là, Jean Pernin, permets-moi de te dire en direct, vide. Tu me bluffes. Parce que je ne savais pas que tu avais été aussi loin dans cette enquête. Absolument, oui. Non, mais vraiment, parce que bon, partir, message de l'au-delà, etc., qui pourrait prêter à sourire, mais derrière, tu as engrangé des renseignements qui mériteraient d'être vraiment regardés encore de plus près, officiellement. De très près. Non, mais je ne savais pas ça. De très près. Moi, j'ai utilisé le dossier que tu m'as fait. Il y a un petit message de Christine. Oui. Qui écrit « Bonjour, je n'ai pas pu être parmi vous, mais j'écoute et je regarde l'émission. Que Jean n'oublie pas de préciser que j'ai reçu par écriture automatique le nom de code de l'opération. Encore merci pour ce que vous faites. » Bon, bah elle l'a dit, voilà. Donc, il y avait un nom de code pour cette opération. Oui, il y avait un nom de code, oui. C'est-à-dire que Christine, effectivement, mais on va y arriver pour le cercueil vide. Donc, Merci Christine, en tout cas. Merci Christine, oui. Donc, ce rapport d'accident, donc le dossier du BEA est vide. Alors, c'est quand même étrange. Voilà des gens qui participent à un accident. C'est quand même pas un petit accident. Il n'y a pas de petits accidents, d'ailleurs, avec l'aérospatiale. Donc, l'aérospatiale n'est pas capable d'exhumer ce rapport. Le BEA dit que le dossier est vide. Donc, elle met sur cette affaire quelqu'un du BEA qui fait des recherches, qui se met en relation avec le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay se met en relation avec l'ambassade de France au Mali pour aller à la chasse au rapport. Bon, la chasse au rapport, elle a duré des mois. En définitive, j'ai dit à mon interlocuteur, très sympathique par ailleurs, je lui dis, écoutez, maintenant ça va. Hein, vous avez le rapport? Ben, il me dit non, je ne l'ai pas reçu. Bon, quel est le nom de votre interlocuteur au Mali? Il me dit, c'est M. Oubarma, le directeur de la sécurité aérienne. Donnez-moi ses coordonnées téléphoniques. J'ai eu son numéro de téléphone. J'ai appelé directement M. Oubarma. Je lui ai dit, voilà, je recherche le rapport d'accident.
Et il me dit, bah, écoutez, on vient de déménager. Vitesse de croisière, plus de 200 km/h. Après, il est parti, sur le ventre. À 10 mètres du point d'impact, l'habillage et les portières de l'hélicoptère se sont détachés. Il a continué sa course, il s'est retourné pour faire encore donc 140 mètres. Et vous avez retrouvé, 150 mètres après le point d'impact, des corps intacts et non méconnaissables. J'ai dit, monsieur, c'est une mise en scène à laquelle vous avez assisté. Une mise en scène. Et là, évidemment, il était troublé par ce que je lui disais. Je lui dis, mais attendez, mais c'est impossible. Je lui dis, moi j'en ai parlé, j'ai un ami qui est pompier, j'en ai parlé à des sauveteurs, des gens qui font du sauvetage. Mais l'hélico est un appareil très léger. Je veux dire, quand il touche le sol à plus de 200 km/h en piqué, tout éclate. Tout éclate, tout explose. On ne retrouve plus rien, c'est de la charpie. Et vous retrouvez des corps intacts et non méconnaissables? Alors là, évidemment, il me dit, oui, bah, il ne savait plus quoi dire. Il était très embêté. Je dis, mais enfin, réfléchissez. Mais réfléchissez. Je dis, c'est une mise en scène à laquelle vous avez assisté. De plus, vous dites que vous êtes revenu avec Charles Belvez sur le lieu du crash. Mais à quelle heure êtes-vous revenu? À quelle heure êtes-vous revenu avec lui? Vous savez que le premier témoin du crash, il a attendu 3 heures avant de prévenir les secours? Ah ben non, je ne suis pas au courant. Mais alors, c'est quoi toute cette histoire? C'est quoi tout ça? C'est quoi tous ces mensonges? Donc évidemment, ces gens-là ne mentent pas quand ils disent qu'ils ont vu des corps intacts et non méconnaissables. Puisque les corps intacts et non méconnaissables, c'était ceux de la veille. Et ceux de la veille, évidemment, ils étaient intacts et non méconnaissables. Et on les a amenés là pour une mise en scène, bien entendu. Et on les a disposés, leur mise en scène d'amateurs, entre autres. Hein. Franchement, remettre des corps intacts, non méconnaissables au bout d'un crash d'hélico de 150 mètres qui a piqué le sol à plus de 200 km/h, c'est de l'amateurisme, ça. Hein. Bon, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les premiers témoins, ceux qui sont arrivés là, ils sont arrivés, forcément, ils ont vu un crash d'hélico, mais ils ont vu aussi des gens qui étaient là pour faire une mise en scène et qui leur ont dit tout simplement, vous vous écrasez pendant 3 heures, parce que sinon, vous les voyez les 5 qui sont là, vous les rejoignez, quoi. Donc vous la fermez pendant 3 heures. Donc ce que nous dit Albina Dubois-Rouvray, c'est la vérité. De qui l'a-t-elle appris? De la bouche de qui? Curieusement, le premier témoin du crash, on l'a toujours entendu, on l'a vu dans toutes les émissions, lui. Un jour un destin, les derniers jours d'une icône. Par contre, son coéquipier, qui lui aussi était témoin. Tu parles de Belvez? Eh oui, le premier témoin du crash, lui, on l'a vu dans les émissions. Oui, oui. Un jour un destin, les derniers jours d'une icône. Bon, mais son collègue... Jackie, je ne sais pas son nom, Giroud, on ne sait pas trop. Lui... Bernard Giroud? Non, rien à voir avec Giroud. Non. Lui, Bernard Giroud, c'est encore autre chose. C'est important d'en parler aussi. Oui, on peut en parler aussi de Bernard Giroud. Mais bon, en tout cas, l'autre, celui qui était dans la voiture avec Belvez, nous ne l'avons jamais vu. Comme disait Coluche, nous ne le connaissons ni d'Ève ni des dents. On ne l'a jamais vu. On ne sait même pas à quoi il ressemble, lui. Il n'a jamais parlé. Alors, de toute façon, Albina Dubois-Rouvray, cette histoire de 3 heures, elle l'a bien appris. Elle l'a bien apprise par quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui lui a dit. Quelqu'un qui a parlé. Donc, il y a forcément quelqu'un qui s'est libéré, là. Qui a dit, attendez, il faut quand même que je parle à la mère du pilote. Il faut quand même que je dise des choses. Il faut quand même rétablir la vérité. Je veux dire, elle n'a pas dit ça en l'air. C'est trop grave. Elle ne pouvait pas dire ça dans une interview comme ça. C'est trop grave. Donc voilà, donc pour moi... Ça n'existe pas, l'enfer. Ben non, ça n'existe pas. Mais si j'ai menti, j'ai menti. Ça veut dire qu'on m'aura trompé. Le cercueil est vide, oui ou non? Ça aussi, parce qu'il y a pas mal d'informations, pas seulement par toi, mais qui me sont arrivées aux oreilles, que le cercueil qui est à Biarritz, il n'y a plus rien dedans, il n'y a jamais rien eu dedans, et que Daniel aurait été enterré au Mali.
Alors voilà, donc le cercueil est vide. Alors je montre là la page d'écriture automatique de Christine. Bon, peut-être que vous n'allez pas bien voir, mais en tout cas, elle a reçu comme information, ici, « Mon cercueil est vide ». Donc ça, c'est un message de Daniel Balavoine par écriture automatique. « Mon cercueil est vide ». Voilà, donc, et puis plus bas, « Mon corps est enterré ailleurs, car ma femme, peut-être. Mon corps est enterré ailleurs, car ma femme. » Alors, c'est bien gentil de recevoir ce genre de messages, mais encore une fois, oui, il faut vérifier. Il est intéressant de les vérifier. Ce serait très facile, évidemment. Il suffit de faire une exhumation du cercueil. Alors, j'ai reçu la même information par Olivier, disant en effet que le cercueil était vide, et de Daniel qui disait d'ailleurs qu'en fait, c'était sa volonté. C'était sa volonté, tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, hein. Voilà, Olivier me disant, donc, le 11 décembre 2005, c'est curieux, on a encore un 11 décembre, jour de la Saint-Daniel. Mais 2005. Que je remette mon micro. Le corps de Daniel est enterré au Mali, l'Afrique a été son berceau. Il est naturel qu'elle soit devenue la terre d'accueil de sa dernière demeure en ce bas monde. Oui, mais Jean, et Daniel dit, telle fut ma volonté. Jean, regarde-moi. Telle fut ma volonté. Jean, regarde-moi, oui. Regarde la caméra là. Oui. Tu crois que sur des paroles de médium, la justice va ordonner que le cercueil et que ce qu'il en reste, exhumation, à part Yves Montand, je crois que c'est quand même assez rare. Oui, accusé. C'est rare. Enfin, accusé. Et puis en même temps, pour vérifier sa paternité. Il y a des messages. N'a pas quatre bras, c'est un pseudo. Hein, écrit si le fils de Jean Pernin n'était pas parti si tôt, Jean aurait-il fait tout ce travail de recherche? Et non, je n'aurais absolument rien fait. Parce que de toute façon, s'il n'était pas parti si tôt ou s'il n'était pas parti du tout, je pense que je ne me serais jamais investi dans cette démarche spirituelle. Alors, pour revenir au corps, qui ne serait donc pas dans ce cercueil, on emploie toujours le conditionnel, on reste prudent. Avec une question de Jean-Marie qui écrit, vous dites que le cercueil de Daniel Balavoine est vide, qu'a-t-on fait du corps? A-t-il été incinéré comme celui de Thierry Sabine, par exemple? Ça, je l'ignore. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelle que soit leur idéologie, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire, parce qu'ils ont qu'à venir le faire là. Je me retrouve dans cette émission en direct, on me jette la peau de banane sous le pied. Et ce que j'ai dit ce jour-là était exclusivement et très clairement adressé. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse. Il y en a jamais eu ce type de vie. Dans un pays démocratique, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de se lever le matin et de décider de faire de la radio et de gagner sa vie par ce biais-là. Que le chanteur engagé communiste ne dérange que les gens de droite. Et le chanteur engagé de droite ne dérange que les gens de gauche. Moi, je dérange un peu tout le monde. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com